RCF. Tous entrepreneurs sur RCF, Pauline Noack. Bienvenue dans ce Tous entrepreneurs format long. On va prendre son temps aujourd'hui avec mon invité qui a coprésidé en tant que troisième génération de l'entreprise familiale, l'entreprise Petit Forestier. J'accueille Jean-Claude Forestier. Bonjour. Bonjour à vous. Jean-Claude, merci d'être au micro de RCF avec moi aujourd'hui. On va raconter une épopée entrepreneuriale, une histoire familiale jusqu'à aujourd'hui où vous avez transmis à votre fils Léonard l'entreprise. Peut-être racontez-nous pour commencer, comment est-ce que le Petit Forestier est né ? En fait, c'est en effet une forme de saga familiale qui est souvent une histoire qui est passionnante, comme toutes les entreprises familiales ou tout simplement le fait de créer quelque chose. C'est notre grand-père Zéphirin, de son prénom, un très beau prénom, Zéphirin Forestier, dans les années 1900, qui est ce qu'on appelait monté à Paris, donc un grand-père haut-savoyard, qui a quitté sa région pour monter à Paris, trouver du travail, s'embaucher dans une entreprise à l'époque, une petite entreprise de transport, dont il a fini par acheter le fonds de commerce assez rapidement et créer en 1907 les transports Forestier Frères. Tout ça, ça se passait à Nanterre. Donc Nanterre qui à l'époque était, je dirais, loin de Paris. En 1907, Nanterre c'était des cultures, des champs maraîchers. C'était la campagne. Et la campagne, voilà. Donc ce grand-père Zéphirin s'est associé avec deux de ses frères, enfin un frère et un beau-frère en fait, pour développer les transports Forestier Frères à Nanterre. Qu'est-ce qu'ils apportaient de nouveau à l'époque ? Alors, c'était évidemment les débuts du transport routier. Donc, ils faisaient un petit peu tout type de transport. Et rapidement, ils se sont spécialisés dans le transport d'animaux vivants, de bestiaux, qui était très nécessaire pour nourrir notamment Paris, évidemment. Donc, ces transports de bestiaux étaient en plein développement. C'était évidemment une époque assez riche en aventures, car l'industrie automobile et celle du poids lourd, du camion, étaient naissantes. Et le gros problème des transporteurs à l'époque, c'était les pneus, car en 1907, donc ils ont commencé avec des bandages, des pneus pleins, avec tous les problèmes que ça pouvait générer. Et puis, Zéphirin avait épousé une charmante dame qui s'appelait Jeanne Bénèche, donc ma grand-mère, notre grand-mère, puisqu'on est trois frères. Et notre grand-mère, ils ont eu deux enfants, André, mon oncle, et Jean, notre père. Mais notre grand-mère était une des premières, j'imagine, à l'époque, divorcées de France. Oh. Et il se trouve que les deux frères, donc Forestier, Zéphirin et son frère François, étaient mariés à deux sœurs. Donc Jeanne et Marie Bénèche. Comme ça pouvait se faire à l'époque, pour peut-être aller chercher un peu moins loin. Et donc, du coup, elle a demandé à sa sœur de s'occuper de ses enfants. Et elle a laissé sa famille. Pour venir d'ailleurs à Rouen épouser un monsieur Leroux qui était de Darnétal. Donc, bref, tout ça se rattrape. Donc tout ça pour vous dire que notre père Jean Forestier a été marqué par le départ de sa maman, bien sûr, et que il avait une sensibilité familiale importante, très affective, et il a travaillé donc avec son oncle et son père et son frère pendant assez longtemps. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'à l'époque, entre les deux guerres, ça a été aussi une période un peu délicate. Et puis est arrivé là-dessus, notre père est né en 1913, donc est arrivé là-dessus rapidement la Deuxième Guerre mondiale, où les transports Forestier Frères étaient à l'arrêt, avec pas mal de camions réquisitionnés par l'armée allemande.
Enfin bon, bref. Donc il y a eu quelques aventures où on démontait les moteurs, on mettait ça dans l'huile, on les planquait dans le jardin pour pas que les camions soient réquisitionnés. Donc tout ça a duré à la reprise des activités post 1945. Le transport de bestiaux a continué à progresser. Je vous propose de faire une toute petite pause là parce que finalement, au démarrage, votre entreprise transportait de la viande, mais à l'époque, la chaîne du froid était peut-être pas autant contrôlée qu'aujourd'hui. C'était des blocs de glace qui étaient auprès de la viande. Quand on a post tout ça, on avait des camions tout au début du transport frigorifique. Il y avait quelques groupes frigos, mais très très rudimentaires. Et surtout pour les gros, c'est à partir des années 60, c'est beaucoup plus tard. Oui, donc ça prend du temps. Ouais. Auparavant, il faut s'organiser, puis il faut aller vite peut-être. Alors aussi. on met de la neige carbonique, ce qu'on appelle, des pains de glace, enfin tout ce qu'on peut pour que ça tienne. Après. Sur Paris, les trajets étaient assez courts du temps de mon père. Oui. Donc du coup, l'isotherme quasiment suffisait dans un premier temps. Oui. Et puis après rapidement, il y a eu les groupes frigos qui sont arrivés. Donc on revient Je reviens après-guerre, un tout petit peu en arrière après-guerre. D'abord, en 1944, notre père a épousé Odette Julia, notre maman, qui elle était d'origine aveyronnaise. Mm-hmm. Et qui, pareil, c'est finalement était d'une famille de transporteurs de bestiaux aussi. C'est assez drôle. Donc du coup, c'était un hasard. Grosso modo, c'était vraiment un hasard. C'est un hasard, oui. Mon père un jour a aperçu une charmante jeune fille là dans l'arrière-cuisine des concurrents, enfin ou des confrères, et a dit à René Julia, donc le grand frère, vous avez une nouvelle servante à l'époque, une nouvelle bonne, je sais pas comment on disait. Et elle a dit, non, c'est ma petite sœur. Et donc, il savait pas, parce que, bon, bref. Et donc, le mariage a eu lieu en 44, quelques jours après le débarquement. Et puis, mon père a travaillé avec sa famille pendant longtemps, jusque dans les années 52-53, où il a décidé de voler de ses propres ailes. Un peu sur une mésentente un peu familiale. Il a décidé il voulait racheter une concession poids lourd ou l'équivalent. Et puis finalement, il y a eu une opportunité avec les transports petits, donc qui eux étaient à la Villette, donc Forestier, Julia, Petit. C'est un triangle un peu autour de Paris, et les Julia étaient à Versailles. Et donc il a pu racheter les transports petits, grâce à un prêt d'ailleurs d'un de ses oncles. Et du coup, il a exercé pendant longtemps sous le nom de Petit pour pas concurrencer ses oncles et son frère. D'accord. Et puis en 1968, on était dans le marché de la Villette. On a vécu comme dans une ferme à Paris, un peu étant tout jeune. Mais bon, rapidement, les parents ont souhaité que notre première langue soit pas l'argot, donc ils nous ont envoyés chez les oratoriens au collège de Juilly pour veiller à ce qu'on ait une belle éducation. Et donc, bon, moi, ça me plaisait pas du tout, par contre. Mais bon, et du coup, rapidement, un des cadres de notre père lui a suggéré de laisser les camions pour la viande, de les laisser aux clients tout le mois et de faire un genre de loyer, etc. Donc c'était le début de la location. C'était un des cadres, enfin oui, un collaborateur de notre père qui a eu l'idée de la location. Qui a eu l'idée de la location. Parce qu'auparavant, c'était tout appartenait à l'entreprise qui opérait. Qui faisait le transport lui-même. Mais si vous voulez, on prenait de la viande de la Villette, on l'emmenait au hall central à Paris. Oui. Mais quand on partait, il y avait 3 tonnes et demie. Quand on arrivait, il y avait plus que 3 tonnes, 370. Donc, il y avait un petit problème d'honnêteté de certains chauffeurs. C'était cher la viande déjà à l'époque. Bah oui, ça avait de valeur. Donc, et des fois, quand on ouvrait l'escalier arrière, il y avait des jambons qui étaient planqués, qui devaient certainement servir à la distribution locale. Donc, pour pas perdre le client, Maurice, ce cadre en question, a suggéré à notre père de laisser le camion en location tout le mois. Toujours écouter ses collaborateurs et avoir des très belles idées. Oui, et alors notre père était très, comment on appelle ça,
très entrepreneur justement. Donc une nouvelle idée, ça le séduisait. Donc il était à fond. Et donc c'est lui avec l'entreprise Petit. Et donc votre père, pendant toute une période, donc il dirige cette entreprise Petit qu'il a rachetée, en concurrençant finalement ses frères, c'est ça? Complètement. Oui, il y avait une forme de concurrence, qui était cordiale entre l'entreprise Forestier Frères, l'entreprise Julia Frères, donc chez maman, et puis les Transports Petits. Ouais. Transports Petits étant beaucoup plus important malgré tout, parce que c'était une entreprise importante déjà quand il a racheté. Mais de Transports Petits, mon père s'est dit, c'est un peu ridicule de transporter les animaux qui arrivent au marché et qui sont vendus, qui repartent en province ou qui peuvent aller à l'abattoir qui est de l'autre côté du canal de l'Ourcq. Ouais. C'est un peu ridicule si finalement le transport aval, c'est-à-dire quand ça sort en quartier de viande, ne nous bénéficie pas. Donc il a créé Petit transport de viande Petit. Donc et c'est de transport de viande Petit qui est né finalement la filiale Petit Location. Donc tout ça, c'était dans les années entre 60 et 70, 72. Voilà. Et alors comment est-ce que Petit Forestier est né alors quand mon frère aîné, qui a 6 ans de plus que moi, Yves, est arrivé en 72 dans l'entreprise, il a trouvé une situation un peu délicate. Donc là, dans l'entreprise de son père, donc Forestier. De notre père, oui. Non, dans l'entreprise Petit. Donc. Dans l'entreprise Petit, oui, de Jean Forestier. D'accord. Quand Yves a, quand Yves a été a souhaité rejoindre notre père. Votre père. Sur la demande de notre père aussi, parce qu'il sentait bien qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'il y avait besoin de... Notre père est né en 1913, donc en 70, il avait quel âge? 57 ans. Donc c'était un peu un redépart, puisqu'on avait quitté la Villette. Et il a trouvé une situation, mon frère, un peu délicate, c'est-à-dire que les transports de bestiaux, quasiment plus rien. Transport de viande, ça marchait, mais on n'était plus à la Villette, donc on était plus loin, on était à Villepinte. À l'époque, la Villette avait été nettoyée à l'époque. La Villette avait été complètement arrêtée. Quoi. C'était une ruine. Quoi. Il n'y avait plus d'abattoir au plus rien, de Paris, plus d'abattoir, plus de marché aux bestiaux. Et puis le transport de viande était quand même un peu naissant malgré tout. Enfin, il était mûr, mais en s'éloignant, on perdait un peu de clients. Et puis la location était embryonnaire. Enfin, c'était un bon début, mais et il a fallu finalement regrouper les 3 entités, donc Petit transport de viande Petit Location, en une seule société anonyme, en une seule SA. Quand il a fallu donner le nom, on était connu sous le nom de Petit, mais on était aussi connu en tant que famille Forestier. On savait très bien que les dirigeants et les propriétaires étaient Jean Forestier. Une partie de la famille Forestier. Voilà. Et donc, Yves a choisi, notre père, d'accoler les 2 noms. Donc Petit, ce qui était un nom, un patronyme en fait. Il y avait un monsieur Petit qui existait, René. Petit Forestier. Et comme les Forestiers frères à Nanterre, donc nos oncles et nos grands-oncles avaient arrêté leur activité, on a pu le faire en toute liberté, sans leur faire d'ombre. Ils avaient pris leur retraite. Donc c'est ainsi qu'en 72 est né Petit Forestier. Voilà. Et vous, à l'époque, vous n'êtes pas encore dans l'entreprise. Moi, à l'époque, je suis à l'EDEC à Lille. Voilà, vous êtes en pleine étude supérieure. Dite commerciale, dite supérieure, mais en fait, déjà très portée sur le commerce et sur l'export, enfin sur le côté international. Et donc, oui, vous me l'avez dit en préparant, vous avez quand même beaucoup voyagé pour cette époque. Alors, écoutez, j'ai voyagé jeune. Je sais pas trop pourquoi. En fait, je suis allé très tôt, à 10 ans, en Angleterre avec une cousine. Ensuite, j'y retournais tous les ans avec elle.
donc il a fallu s'adapter un petit peu. Ensuite, je suis parti. J'aimais beaucoup aussi l'Espagne et l'espagnol, donc je suis parti à Valencia en séjour études vacances. Enfin bon, bref. Tourisme universitaire. Ouais, c'était très sympa. Et puis à 16 ans, je suis parti aux États-Unis pendant 4 mois et après j'y suis retourné très souvent, États-Unis et Canada. Donc tout ça, ça a donné, ça a contribué à renforcer mon goût pour l'export, enfin pour l'étranger. Pour l'international. Ouais, pour l'international. Et comment est-ce que vous vous préparez mentalement, ou est-ce que c'est peut-être pas le cas, à un jour intégrer l'entreprise? Alors écoutez, d'abord, j'ai toujours travaillé parce que notre père ne supportait pas de nous voir rien faire, donc fallait longer les murs dès qu'on était en vacances. S'il y avait des vacances, c'était une horreur parce que si on restait dans le coin, on était automatiquement réquisitionné pour charger un camion, décharger, donner un coup de main. Enfin bon, bref. Donc et un jour, donc une anecdote qui peut être intéressante, c'est pour vous donner un peu l'esprit de notre père notamment. En 68, comme on le sait, il y a eu ce qu'on appelait nous les événements. Et moi, j'étais au lycée Jacques Decour à Paris. Donc et puis, quand j'ai vu que les profs étaient en grève, que les étudiants allaient plus ou moins sur les barricades, enfin, souvent un peu plus vieux que moi, etc., j'étais en première. Bon, je me suis dit, bon, ils nous enquiquinent, je rentre chez moi. Donc, je suis rentré chez moi et évidemment, question du père, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien, les profs sont en grève, plus personne n'est au lycée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je suis là. Bah, il me dit, tu vas prendre un camion et on fait un convoi, un convoi de camions de bestiaux, enfin, pour aller chercher les bestiaux qui sont coincés en frontière allemande, à Molsheim. Pourquoi? Parce que comme la SNCF, c'était une grève générale, la SNCF était en panne, tout était bloqué, les bestiaux étaient dans les wagons, et on pouvait pas les laisser comme ça. Donc, il me dit, tu vas prendre un camion. Alors, je dis, moi, je veux bien, on conduisait depuis tout jeune, mais je te fais remarquer, papa, que j'ai que 17 ans, j'ai pas le permis. Pas le permis. Il me dit, c'est pas grave. Il me dit, tu sais conduire? Bah, oui, je sais conduire. Bon, bah, tu prends un camion, et puis tu suis les autres. Mais je dis, si je me fais arrêter par la police, bah, tu leur dis d'aller sur les barricades, qu'ils nous en perdent pas quand on bosse. Donc voilà un peu la mentalité du père. Il était prêt à tout. C'était vraiment un exemple d'une période, je pense, où l'effort était très, très récompensé, quoi. Oui, puis c'était un entrepreneur, il avait peur de rien. Il avait pas peur de grand-chose, non. Et à l'époque, vous saviez déjà que vous alliez entrer dans l'entreprise? Pas forcément. En fait, j'ai d'abord souhaité travailler ailleurs. En dehors, oui. Pour voir. J'ai toujours gardé évidemment un contact très proche avec l'entreprise. D'abord, tout jeune, on habitait au-dessus des bureaux, au-dessus des Vous étiez dedans tout le temps, oui. On a toujours été dedans. Mais en fait, j'aimais l'international, donc j'ai fait d'autres choses. Et je me disais que ça serait bien de trouver un poste, certainement dans la partie logistique, etc. Pendant un moment, j'ai failli être embauché chez à l'époque la compagnie maritime, donc et maintenant GCM, etc. CGA. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce que ils avaient besoin de jeunes qui assistent finalement aux grandes conférences maritimes qui déterminent les tarifs. Oui. Fallait être évidemment bilingue, etc. Et puis bon, je crois que j'étais retenu en numéro 2, puis finalement ils ont pris quelqu'un d'autre. Bon, ça m'a un peu sauvé. Vous aviez un profil un peu financier? J'avais plutôt un profil commerce. Commerce. Ouais, plutôt commerce et à la limite presque une partie un peu proche du juridique aussi et du marketing. D'accord. Et donc vous avez travaillé ailleurs avant de revenir Oui, bien dans sûr. l'entreprise? D'abord, on a créé une filiale d'entreprise de transport à Bordeaux. Et comme l'agence de Bordeaux était en 75, j'ai fait mon service militaire à l'époque, bien évidemment, pendant 1 an, où j'enseignais l'anglais à des pilotes de chasse qui m'inquiétaient un peu parce qu'ils venaient plus pour faire la fête que pour entendre de l'anglais. Mais bon, c'était la belle époque. Et puis, au bout de 2 ans, mon frère m'a demandé si je voulais le rejoindre parce qu'on avait un commercial qui est parti, enfin, un des copains. Et puis, il m'a dit, si tu veux...
Donc voilà, Donc ça c'est 77. Voilà, donc votre frère, lui, il arrive dans l'entreprise en 72, Oui. Et vous, à 26 ans, en 77, Oui. vous le rejoignez. Donc ça veut dire que vous rejoignez votre père et votre frère. Votre père est encore dans l'entreprise, hein, Absolument. à ce moment-là. Donc ça veut dire trois. Alors oui, moi j'étais. Notre père a très rapidement, confié les rênes de l'entreprise à Yves. Ah, Yves, votre frère. Pourquoi ? Parce que notre père était très à l'aise dans le technique et aussi dans le contact humain, mais voulait pas trop s'occuper de comptabilité, La de gestion, chiffres, etc. Ouais. Lui, Donc la gestion, c'est vraiment votre frère, alors. Oui, absolument. Ouais, d'accord. Et Yves qui dit connaissait rien. Hein. Il a toujours été un peu glandu. Et tout d'un coup, métamorphose complète. Il a pris vraiment le poste en main. Oui. Il a senti évidemment que notre père avait besoin de ce soutien. Et donc il a repris ses cours de compta, si on peut dire, mais en fait, il a fait venir un comptable pour lui expliquer évidemment bilan, compte d'exploitation, résultats, marge opérationnelle, etc. Et puis, il a fait un super boulot, un super travail. Et en fait, notre père a gardé la partie technique. Notre père était d'abord pas un homme d'argent, pas intéressé par l'effort, le travail, mais la famille aussi, très familiale. Mais je crois que dans les premières années, dans ces années-là, il prenait la moitié de son salaire, il le mettait en compte courant, sans rien dire à maman, évidemment, pour pas qu'elle était auvergnate, et donc il regardait un petit peu plus les sous. Et donc voilà quoi. Donc c'est un peu cette mentalité-là. Yves, dans la même mentalité de finalement de progresser, mais aussi avec une grande volonté de faire progresser l'entreprise. Donc quand votre frère arrive en 72 dans l'entreprise, où est-ce que l'en est l'entreprise ? Combien de personnes Alors, comment ça se passe ? À l'époque, on est l'agence de Villepinte qui est en même temps le siège, etc. Oui. C'est avant tout du personnel technique, donc des mécaniciens, des tôliers. On avait encore des charrons. Ah oui. Bah oui, parce que les bétaillères, c'est en bois. Donc, on taillait le bois pour réparer toutes les bétaillères dans le temps. Donc, des charrons qui, peu à peu, se sont transformés en chefs d'atelier, en magasiniers, etc. Bon, je pense qu'à Villepinte, on devait être allé pas plus de 40, 35, 40. Dans les bureaux, on était 6, 7, pas plus. Hein, donc, une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes. L'agence de Bordeaux était en 75 naissante, donc en 72 elle n'était pas là, mais en 75 ça a commencé avec 400 personnes, à peine 3-4. Et puis on faisait encore du transport de viande pas mal, notamment sur Roissy en France, comme on était proche de Roissy, un débarquement des avions. Il y avait de la viande qui arrivait par avion, on débarquait ça. Enfin bref, donc il y a eu toute une période comme ça. Et donc votre frère, en fait, entre 72 et 77, date de votre arrivée, il structure, en fait, parce que vous avez, enfin, ce que je comprends, c'est qu'il a organisé finalement un peu les choses. Déjà, il organise, mais il fait aussi une partie du commerce, notamment de location. Et puis, il structure un petit peu l'entreprise sur le plan, notamment comptable et administratif. Peut-être la rentabilité aussi. Bien sûr, il avait ses tableaux, je me souviens, ses tableaux avec les graphes, etc. Puis alors, il fait une révolution dans l'entreprise, c'est qu'il embauche la première dame de l'entreprise, la première femme qui travaille dans l'entreprise petit. A marqué d'une pierre blanche. C'était tout à fait, parce que notre père était totalement pas misogyne, au contraire, parce qu'il était très, très proche des dames et très respectueux. Mais il voulait pas qu'il y ait de femmes dans l'entreprise. Chacun sa place. Hein. Ouais, il avait peur. Il avait peur que ça fasse des conflits ou je sais pas. Bon, bref. Et ça a fait des conflits, l'arrivée de cette dame ? Non. Pas du tout. Madame Richard était adorable déjà. Et puis elle était heureuse entre tous les hommes. Là. C'était drôle. Il y avait beaucoup d'humour à cette époque-là. Beaucoup d'humour, un peu de gastronomie aussi, parce que les repas pouvaient durer longtemps. Par contre, on a attaqué le matin de très bonne heure
et on finissait un peu plus tôt. Et puis, donc c'était une révolution avec l'arrivée de la secrétaire de mon frère, qui fait de l'administratif, de la facturation, etc. Donc vous arrivez en 77, Oui, avec quelle mission? Alors, avec une mission commerciale, développer la location sur la région parisienne. Et donc, je me suis occupé de cela. Et puis, on avait un week-end sur 2 de garde pour les arrivages de viande qu'on faisait encore à Roissy. Donc, je travaillais pour la prestation. Là, c'était de la prestation Ouais. et pas de la location. Ouais. C'est vous qui allez ouvrir la 2e agence du groupe à Rouen? Absolument. En 1980, fin 79, début 80, on se dit que on a un client à Rouen qui est mal servi à partir de la région parisienne, à partir de Villepinte, et donc que ça serait bien d'ouvrir. Donc c'est pour un client que vous ouvrez l'agence? On ouvre un client qui devait avoir 6-7 véhicules, 7 véhicules en location, en contrat. Donc il louait à Villepinte, et là vous vous Qui dites, louait, autant oui, l'avoir qui louait à sur Villepinte, place. Quoi. donc Ouais. finalement. Et puis on se déplaçait pour faire les entretiens, etc. Mais là, on avait peur de le perdre et on a retrouvé un autre client. Donc, quand j'ai démarré à Rouen, j'avais 11 véhicules. Ah, c'était déjà une bonne base. Le 31 mars, c'était ma base. Ouais. Mais j'ai attendu longtemps avant d'avoir le premier client qui s'est pointé à l'agence, parce qu'on a un métier où on va voir les gens, on tire les sonnettes et on les voit pas beaucoup chez nous. Et donc, on a une petite agence rive gauche et toute petite. Et elle a changé, parce que là, aujourd'hui, elle est au bord de la Sud 3. Oui, absolument. Ça s'est fait en 86. Mais avant, de 80 à 86, on était donc rue des Sceaux, donc au bout du marché aux bestiaux, des abattoirs. Et puis, le premier client qui s'est pointé en demandant un camion pour regarder mon cahier qui était vide, évidemment. Je lui ai dit, attendez, je vais voir si j'ai une disponibilité. Et puis finalement, j'étais tellement heureux. Il m'a loué un camion pour 2 jours et il venait chaque semaine chercher son camion. On allait le chercher à la gare de Rouen et il prenait le camion. Donc, non, c'était vraiment le début. Et c'est comme ça que vous devenez rouennais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus rouennais que parisien? Ah bah, du coup, j'ai jamais quitté la Normandie. Aux grandes dames de mon épouse, qui est bretonne, qui aurait bien aimé qu'on aille vivre à Nantes ou même à Barcelone, puisqu'on parlera après de l'Espagne. Mais enfin, bref, donc finalement, on est resté à Rouen. Nos 3 enfants sont nés à Rouen, et du coup, ça nous a amenés à rester. Voilà. Enfin, c'est une région qu'on aime bien, ça tombe bien. Donc après Rouen, et on y reviendra parce qu'il y a plein de choses qui vous relient à Rouen encore aujourd'hui. Donc après l'ouverture de cette agence, en fait, c'est l'ouverture de toutes les agences jusqu'à 150 en France et 300 au total. Oui. Donc ça va. Même, mais en fait, toutes les années de 80, je dirais de 83, 84 à 2000, et ça n'a pas cessé, on constitue un réseau national très fort. Moi, personnellement, étant à Rouen, je commence à faire Nantes, Tours, tout le quart de Nord-Ouest, Angers, tout le quart de Nord-Ouest, Lille, enfin Amiens, etc. Caen et toutes les agences normandes. Et puis, je pousse jusqu'à la Bretagne, bien évidemment, avec Rennes, Saint-Brieuc, Brest, tout ça. Et rapidement, on fait ça. Et puis, on continue à développer de façon importante. Si bien qu'en 99, on a une taille, je dirais, relativement conséquente. C'est-à-dire à l'époque, 99, on a peut-être une bonne 50aine d'agences, et puis un chiffre qui commence à monter, et puis plusieurs milliers de véhicules, pas des tonnes, mais plusieurs milliers. Combien de personnel là, à l'époque, en 99, on doit être peut-être à, je dirais, 300 personnes. Aujourd'hui, il y a 6000 employés dans le groupe. Dans le monde. Oui, dans le groupe. Donc, et là, on commence, et moi, rapidement, donc 99, on rentre en bourse, et on a commencé l'export à partir de 96-97 avec le Benelux. C'est assez logique, en fait, de se dire, on a une agence à Metz, donc on peut travailler avec le Luxembourg. On a une agence à Lille, on peut travailler avec la Belgique. C'était un peu l'idée. Et puis après, on se dit, c'est là où je commence à réfléchir en disant, si on allait en Espagne, finalement, on a une agence à Perpignan, on pourrait peut-être pousser un peu jusqu'à Barcelone.
Et c'est là où on démarre à Barcelone en 1er janvier 2000. Alors on repart, Voilà, repart un peu en arrière, parce qu'il y a plein de choses qui me Il y a des rétros, c'est un peu comme dans les films. Il y a un peu de... Donc on repart en arrière. Vous arrivez donc en 77 dans l'entreprise, appelé par votre frère. Vous êtes plutôt d'accord avec l'idée, hein, donc vous venez bien sûr, volontiers. C'est la logique. C'est la logique. Est-ce que tout de suite, vous êtes partenaire à parts égales dans l'entreprise? Alors notre père, très rapidement, a, comme je vous disais, passé la gouvernance à Yves. Oui. Et donné le capital de l'entreprise, heureusement qu'il l'a fait à cette époque-là, parce que c'était évidemment une valeur moindre, donner les 33,3% à chacun de ses enfants. Donc, on est 3 frères. Oui. Yves, Jean-Claude, moi-même et Luc. Et le petit dernier, Luc, qui est un peu plus frondeur et proche du caractère de notre père, lui dit, moi, je veux pas travailler avec vous, parce que, bon... Grosso modo, ça voulait dire vous êtes complètement dingue. Ça m'intéresse pas. Non, c'est de la folie. À te déranger la nuit pour un camion en panne et tout. Moi, ma passion, c'est les motos. Donc, j'ouvre une concession moto. Donc, il est très jeune concessionnaire Honda, pour pas le nommer. Et il s'occupe de motos, etc. Il fait ce qui lui plaît. Et quand même dans les objets roulants. C'est le dernier et c'est le seul. On avait à peine le droit à une mobilette. Lui, il a une Honda 500 à l'âge de 16 ans. Donc, pour nous, c'était lunaire, quoi. Lui, il avait le droit à tout et nous à rien. C'est le petit dernier. C'est classique des petits derniers. Enfin, Luc est un garçon adorable, qui évidemment a de très bon contact avec mes 2 frères. Luc dit non, moi je travaille pas avec. Enfin, il semble dire non parce qu'on sait jamais trop s'il dit non pour qu'on lui dise oui. Enfin bon, bref. Et donc finalement. À un moment donné, Yves dit, mais si vraiment tu travailles pas dans l'entreprise, est-ce que ça serait peut-être bien qu'on te rachète tes parts, parce qu'on va pas garder, tu vois. Et il dit, mais les parts, moi, ça fait 10 ans que je suis pas avec vous, ou 7 ans que je suis pas avec vous, les parts, je vous les donne. On dit, non, ça vaut quand même un petit quelque chose, etc. Donc, finalement, on rachète les parts de notre frère, ce qui fait que Yves et moi sommes à 50-50 associés au capital. Il n'y a pas de discussion de la part de Yves, qui a quand même structuré... Non, il aurait pu, à ce moment-là... Enfin, d'abord, il aurait pu rester seul. Oui. Si mon père m'avait dit « tu ne travailles pas avec ton frère », Vous auriez obéi? Moi, j'aurais obéi, oui. Bon, j'aurais peut-être fait autre chose, ou j'aurais peut-être proposé à Yves, justement, de faire de l'export. Enfin, je n'en sais rien. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Notre père a dit, vous êtes 3, si vous voulez travailler ensemble, c'est bien. Si vous voulez pas, c'est à vous de décider. Donc Yves et vous étiez d'accord pour travailler ensemble. Et puis, de toute façon, il a toujours été très bienveillant avec la fratrie, avec ses enfants. Bien sûr, notre mère, surtout, qui était une sainte comme toutes les mères, mais était très proche de nous et surtout extrêmement soucieux du bien-être de notre père, qui travaillait quand même beaucoup. Donc c'était un couple que je trouvais formidable. Toujours est-il que non, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que notre père, très rapidement, a dit, Yves, tu t'occupes, finalement, tu prends un peu le volant de l'entreprise, et puis moi, je m'occupe des pneus, des camions, des machins, des trucs. Voilà. Ça, et vous, quand vous arrivez, c'est pour développer? Moi, j'arrive avec la volonté de développer et de commencer avec les clients. Donc, je traite mes premiers clients sur Paris, etc. Après, je fais mes relations. Et à l'époque, Rungis n'était pas encore... Enfin, Rungis venait d'ouvrir. Rungis venait d'ouvrir et donc Rungis a ouvert finalement notre installation à Villepinte. Et notre père avait fait un pari que Rungis, entre guillemets, que le marché de gros serait au nord de Paris. Or, il a été au sud. Donc, ça nous a éloigné un peu du truc. Donc, très, très vite, on a mis un petit bureau à Rungis comme ça, et avec un correspondant, ce qu'on appelle. Mais bon, le correspondant, évidemment, a commencé à nous faire de la concurrence, donc il a fallu... et l'agence de Rungis a suivi celle de Rouen en 84. Donc voilà. Et moi, je serais bien resté sur Paris. Mais comme il fallait ouvrir Rouen, je suis parti à Rouen. Voilà. Fallait développer. Voilà. Et donc, ce développement, il passe par l'ouverture de toutes ces agences par petits rebonds successifs, par proximité. Et puis, vous faites grossir aussi tous les deux l'entreprise avec des rachats aussi, de la croissance externe. Oui, absolument. Alors donc, je vous disais,
parcours boursier de 99-2007. Donc en 2003, en 2000, on rachète un concurrent parisien qui s'appelle Stricher. Qu'on garde d'ailleurs tel quel, la marque, oui. Ensuite, on rachète en 2000 l'entreprise Le Capitaine à Saint-Lô, les établissements Le Capitaine à Saint-Lô, qui eux fabriquent des carrosseries isothermes, donc des carrosseries qui vont devenir frigorifiques quand on met un groupe dessus, ça fait un camion frigorifique. Et donc et ils ont une technicité qui correspond bien à notre qualité premium de carrosserie. Et donc le Capitaine qui fabrique encore aujourd'hui les caisses frigorifiques. Aujourd'hui, le Capitaine est véhicules, toujours filiale à 100% du groupe et sort à peu près 7000 à 8000 carrosseries chaque année. Donc c'est un employeur important à Saint-Lô et c'est une très belle entreprise. Et on a depuis on a aussi une carrosserie en Pologne. Et donc chaque étape de développement de l'entreprise puis du groupe, ce sont le choix de racheter une entreprise, donc c'est un investissement, c'est un petit risque, le fait d'ouvrir une agence à l'étranger aussi. Chaque étape comme ça, elle est discutée par Yves et vous. Comment ça se passe en fait la prise de décision chez vous? C'est assez. On donne des idées. Enfin moi déjà, on se déplaçait de temps en temps avec mon frère, on faisait des déplacements sur les agences. Ensemble ? Ensemble, oui. Et puis à partir du moment où je dis, moi je suis intéressé par l'international, on a été voir un petit peu. Et puis c'était dans ces déplacements souvent que les discussions se faisaient en disant, bon évidemment il y avait une forme un peu de stratégie. Notre métier, nos clients, c'est surtout de la distribution urbaine. Alors, quelles sont les grandes villes C'est Barcelone ou c'est Madrid ce genre de discussion. Donc, tout ça, c'était assez simple. On n'est pas très nombreux, donc on parlait de ça avec notre cousin, donc vous aviez un cousin dans l'entreprise? Oui, Jean-François Julien, oui. Donc un Julien, à côté de maman. Et son fils est toujours le numéro 2 de l'entreprise maintenant. Donc, en fait, tout ça, c'était assez simple. On avait une taille d'entreprise aussi. On doublait la taille de l'entreprise tous les 4 ans. On faisait 25% d'augmentation de chiffre par an. Donc, fallait un peu structurer. Et pourtant, ça restait simple. La décision restait simple. Oui, parce que finalement, on était nos collaborateurs nous-mêmes. Le fait d'être un peu monoproduit, de faire que du frigo, rendait la chose un petit peu plus, j'imagine, plus facile en termes de décision et de stratégie. Et la décision, c'est aussi le pouvoir. Il n'y a jamais eu de tension liée justement à je veux prendre le pouvoir. Bon, il y a eu de toute façon une nécessité d'acceptation de ma part d'être le numéro 2 de l'entreprise. Votre frère était le président. Oui, je voulais, assez rapidement, j'ai dit, évidemment, on peut pas se permettre d'être en conflit, et on peut surtout pas se permettre que nos collaborateurs, etc., appuient sur l'un pour avoir l'autre, etc. Absolument. Donc c'était bien déterminé. Yves était le numéro 1 et moi j'étais. Alors déjà, comme j'étais en province, ça facilitait un petit peu la chose. Je pense que Yves d'ailleurs avait le fait de m'éloigner un peu, je pense que ça lui a bien réussi. Et donc voilà quoi, j'étais. Alors moi j'aurais bien aimé retourner sur Paris, diriger Rungis, puis finalement ça s'est pas fait. Et mon épouse aussi devait retourner sur Paris, et puis finalement on est resté à Rouen, puis c'est pas plus mal. Alors on va voir comment finalement vous vous retrouvez seul à la tête de l'entreprise. Au départ de Yves, mais pendant tout ce temps où Yves et vous avez collaboré, d'une belle manière, comme vous l'expliquez, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu des doutes quand même en vous disant j'en ai marre d'être numéro 2, j'irais bien voir ailleurs ce qui se passe? Non. L'acceptation, une fois l'acceptation faite, ça a pris un peu de temps. C'est logique qu'un dirigeant, on peut pas être 2 dirigeants dans une entreprise où c'est très très rare que ça fonctionne, donc voilà, bon, j'avais totalement accepté. Et puis moi, j'avais un peu mon domaine qui était l'international, donc ça. Vous aviez de quoi jouer. Ça évitait les conflits.
Et donc, et puis j'ai toujours fait attention à ce que Yves soit mis en avant et pas moi, quoi. Voilà. C'est de la sagesse. C'est un peu mon caractère. Ouais. Et jusqu'au jour où Yves vous dit, on va vendre. Alors là, c'est beaucoup plus récent. On est dans le passé récent. Entre-temps, le groupe a bien construit. Mais comme on n'a pas 2 heures, oui, bien sûr. J'avance. On a été, oui, il faut timer parce que moi, je peux parler longtemps, surtout quand de choses qui me passionnent. Oui. Mais en fait, non, rapidement. On voit toute l'évolution et début 2020, avant qu'on ait conscience du Covid, Yves me dit que il souhaiterait partir. Il n'était pas trop bien sur la partie, je pense, son vieillissement. Oui. Parce que c'est quelqu'un de très actif, donc arrive un âge où peut-être on se rend compte qu'on l'est un peu moins. Son vieillissement qu'il avait du mal peut-être à accepter. Et puis c'est un très bon pilote d'entreprise, mais en passager, j'imagine que c'est pas. Oui. Enfin, il s'y sentait pas bien, quoi. Oui, donc il se voyait malgré sa fille et notre fils. Et votre fils qui était rentré entre-temps. Oui, il se sentait moins bien. Et donc là, il vous dit quoi ? Il me dit, écoute, j'ai bien réfléchi. Est-ce que je pense qu'il faudrait vendre l'entreprise parce qu'on est aussi à une forme de sommet, etc. Alors, il a toujours eu beaucoup de vista. Donc moi, je réfléchis et je me dis, est-ce que voilà, au bout de 40 et quelques années... Est-ce que ce ne serait pas la raison de... Peut-être qu'il a raison, mais est-ce que... bref. Et là, je dis, oui, mais comme on a nos enfants dans l'entreprise, ça aurait été... Enfin, moi, personnellement, je préférais lui donner un avenir familial, continuer l'histoire familiale. Surtout que Léonard est encore jeune, mais ça fait déjà quelques années qu'il est avec nous. Bref. Et donc, je lui dis, si tu veux vendre dans ces cas-là, je voudrais bien te racheter tes parts. À l'époque, vous aviez déjà un actionnaire ? Oui. Parce que dans le processus de développement, vous aviez eu besoin de... familial belge, voilà, vous aviez eu besoin de... c'est-à-dire quand on est sorti de bourse, on a fait rentrer un fonds familial à la place. Très bien. Fonds familial belge. Donc, il est un peu surpris par ma réponse, puisque finalement... Il s'y attendait pas du tout ? Il n'avait pas tout à fait prévu ça, non, je pense pas. Parce que moi, j'ai toujours dit oui à tout ce qu'il faisait. Enfin, j'ai toujours suivi parce qu'il a eu de très bonnes idées et c'est parfait. Hein. Il a fait une super carrière. Mais je me suis dit que... Non, là, je le sentais pas. Je voulais pas être à Rouen, voir passer des camions. Qu'il soit quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, ça, c'est récent, c'est 2020. Et donc, depuis, on a fait ce qu'il fallait pour faire... pour racheter les parts de mon frère. Donc j'ai fait et puis du coup, Léonard, qui était déjà coprésident avec sa cousine, finalement s'est retrouvé président tout seul. Donc en fait, vous, au moment où votre frère souhaite vendre, vous lui rachetez ses parts. Oui. Donc vous prenez la présidence. Prends la présidence du conseil de surveillance. En nommant, et puis en nommant votre fils Léonard. Léonard donc prend la présidence du directoire. Donc là, on est en 2020 et en fait, vous allez l'accompagner finalement pendant 4 ans, c'est ça ? Là, jusqu'en 2024, où avec l'arrivée de Fortalande dont je vous parlais. Donc racontez-nous en 2 minutes ce que c'est que Fortalande. Oui, Fortalande, c'est Mathieu Leclerc, c'est un garçon formidable, qui lui-même a été PDG, président de Decathlon. Son papa, Michel Leclerc, en étant le fondateur. Mais après 6 ans de présidence, il a été désavoué par son père et ses frères. Et du coup, ça l'a fait beaucoup souffrir. Et il est sorti sur le plan capitalistique de Decathlon et donc de la famille Mulliez aussi. Et du coup, il a consacré cet argent à investir dans des entreprises familiales en cours de transmission. Transmission familiale. Et donc, la prise de partisation dans Petit Forestier, c'était sa première C'était sa première participation en tant qu'investisseur. Et il en a été ravi. Et l'idée, c'était justement de mettre Léonard en place. Et moi, j'ai quitté donc toutes mes responsabilités du groupe
En 2024, oui, il y a un an et quelques. Voilà. Donc là, Léonard, il est parti pour relever les défis de l'environnement, de l'empreinte carbone et tout ce qui va. Voilà, beaucoup de choses, des camions électriques, de tout un tas de choses, quoi. Ouais, donc une nouvelle vie pour. Et puis aussi beaucoup de développement international, puis des nouveaux produits aussi. Donc voilà. Je l'inviterai dans Tous Entrepreneurs bientôt. Voilà, vous pouvez. Mais vous, Jean-Claude, eh bien, en raccrochant les gants de l'entreprise, ça vous donne encore plus de temps pour vivre votre passion qui est celle du golf. Moi, j'ai été toujours un passionné de jeux de balles. Pas que le golf. Il me faut une balle. Donc, j'ai commencé avec le handball. J'ai continué avec le squash. J'ai été 2e série nationale. Pas mal. Et j'ai inauguré le Rouen Squash, donc dans les années 80. Et quand, en 80, j'ai eu des petits soucis de santé provoqués un peu par le côté unilatéral du squash, mon kiné m'a dit de me mettre au golf. Ah, oui. Alors, je lui ai vraiment demandé s'il avait son diplôme, mais et finalement, dès le lendemain, il m'a prêté un petit genre golf pour les nuls, là, et dès le lendemain, j'ai été m'inscrire à Rouen-Mont-Saint-Aignan. Vous avez les yeux qui pétillent quand vous parlez de golf. Oui, parce que je dirais que ça a changé ma vie, comme pour beaucoup de gens. C'est un jeu où finalement on a deux adversaires, enfin soi-même et le parcours. Et puis cette petite balle qui nous regarde et qui attend qu'on la frappe. Donc c'est pas un sport de réaction. Moi j'étais habitué à des sports de réaction comme le tennis, le squash, etc. Et là c'est vraiment un sport où faut créer son mouvement, sa distance et sa stratégie. Ah oui, c'est intéressant. La tension, elle est pas du tout au même endroit finalement. Non, pas du tout. Et puis j'y ai fait des rencontres exceptionnelles parce que c'est aussi un sport qui est un grand révélateur de personnalité. C'est-à-dire c'est-à-dire que sur un parcours de golf, il y a une forme d'humilité et la difficulté du jeu fait que les gens très rapidement font voir leur tempérament en termes de réaction à l'échec, d'ego, d'excuses, de contexte. Et la plupart du temps, c'est vraiment des parties de campagne très, très agréables. Donc c'est vraiment un jeu contre soi-même, quelque part, ou avec soi-même, peut-être? Oui, non, c'est un jeu contre la voix intérieure qui vous donne du négatif, quoi, en disant mais... what if, enfin, qu'est-ce qui se passe si je me mets la balle dans l'eau, je vais avoir l'air d'un couillon avec les deux autres machins Ils qui me regardent suivent. que moi. Bah ouais. Donc c'est un sport où on est face à sa conscience et face à soi-même. Ça vous a, oui, et puis en plus il doit y avoir un côté méditatif aussi au fait de complètement. marcher. D'abord il y a beaucoup de golfeurs qui sont dans une forme de recherche de zénitude, enfin, qu'elle soit spirituelle, religieuse ou autre. Donc, non, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est un grand révélateur de personnalité. Vous avez découvert des aspects de vous-même ou des facettes de vous-même que vous ne suspectiez pas? Il y en a qu'on connaît, évidemment, d'autres qui sont révélés par le jeu, en effet. D'autres qu'on veut pas voir, mais bon, dans l'ensemble, on peut pas cacher grand-chose. Ouais. Non, c'est très intéressant. C'est malheureusement très mal compris dans notre pays, mais c'est un sport franchement qui amène beaucoup d'humilité et donc qui amène une forme de fraternité aussi. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc ce sport, voilà, ça a un peu changé ma courbe de vie parce que j'ai fait beaucoup de choses en fonction de cela. Et puis il y a 18 ans, j'ai eu l'opportunité de racheter le golf du Vaudreuil dans l'Eure, dans le 27. Et du coup, j'y suis très heureux. Il était dans quel état à l'époque? En fait, c'était une famille de 9 enfants. Et ils avaient évidemment beaucoup de mal à s'entendre pour faire les investissements nécessaires pour rénover un petit peu le parcours. C'est beaucoup d'entretien, les bâtiments. C'est beaucoup d'entretien. C'est 7 jardiniers qui travaillent tous les jours. C'est ouvert 365 par an. Donc après, c'est un bel espace. Il y a aussi de la nature.
Il y a des travaux, il y a des armes, il y a beaucoup de choses à faire. Un peu de bâti aussi. Mais c'est un beau domaine. Oui, c'est un très beau domaine. Et en rachetant ce golf, votre intention, c'était pas seulement de vous acheter un terrain de jeu. Non, non, parce que 18 trous quand même, c'est un grand golf. Oui, mais j'ai voyagé dans les plus beaux golfs du monde, donc j'ai pas besoin d'en avoir de ça. Non, bah non. C'était aussi en prévision d'une future passation de l'entreprise. Déjà à l'époque, l'idée de dire vous savez, quand on a travaillé 40 ans, 45 ans dans une affaire et qu'il y a des coups de fil tous les jours, etc., et puis que tout d'un coup ça s'arrête, oui. Y a un genre de void, un genre de vide qui s'installe. Et moi, je voulais avoir une carte de visite, donc je l'ai créée à travers le golf. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de coups de fil, beaucoup de choses à faire, mais qui sont plus liées à l'entreprise du tout. C'est une autre entreprise, c'est une autre entreprise. Voilà. Bon, de temps en temps, t'as bien un copain qui me dit, tiens, j'ai besoin d'un camion pour le mariage de ma fille, machin. Mais maintenant, c'est très rare. Ouais. Et je leur dis, appelez Léonard, comme ça, tranquille. Et donc, cette entreprise du golf du Vaudreuil, vous la pensez comment? Vous la gérez comment? Alors, en fait, comment dirais-je, c'est des outils qui sont difficiles à gérer, parce que malheureusement, le Vaudreuil est un peu trop loin de Rouen, je dirais 15 km trop loin, et 30 km trop loin de Paris pour avoir une influence d'une grande ville. Et du coup, on est ce que j'appelle un peu en zone 3. La zone 1 étant soit les grandes villes, soit le littoral. Et la zone 2, les villes moyennes, où malgré tout, il y a 1 ou 2 golfs. Et du coup, il y a une meilleure répartition des golfeurs. Puis la difficulté depuis quelques années, c'est le déficit de notre pyramide d'âge, où finalement, on a un créneau 70-79 ans qui est quasiment le plus dense. Donc ce segment-là, malheureusement, par voie naturelle, il a tendance à disparaître peu à peu. On perd pas mal de copains et pas mal de membres, et ça nous fait du mal, quoi. Sur le plan, sur le plan économique, c'est une chose, on s'en fout à la limite. Mais sur le plan humain, ça nous fait du mal, parce que c'était une clientèle aussi qui avait vraiment l'amour du maillot, si on peut dire, ou l'amour de l'écusson, quoi. Alors que la clientèle moderne est moins captive. C'est-à-dire qu'il passe d'un truc à un autre. Bref. Donc c'est moins agréable. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous trouvez ça dommage que le golf soit pas mieux connu, mieux apprécié, on essaye, comment est-ce qu'on fait pour faire apprécier? Alors, il est pas apprécié parce que, d'abord, la France a une richesse à proposer, culturelle, spirituelle, historique, tout ce que vous voulez, et sportive, telle que le golf, qui est la 3e densité en termes de licenciés. C'est le 3e sport le plus pratiqué en France. Ah oui? Bah oui, bien sûr, il y a 460 000 licenciés. C'est énorme. Qui est donc importante. Et il y a plus de 100 millions de golfeurs au monde. Donc, si vous voulez, on a un patrimoine. Alors, patrimoine, c'est pas le mot à la mode, mais on a un parc de golf. Magnifique, en France. Il y a 700 golfs adossés à des châteaux, des propriétés, etc., qui sont maintenus par l'activité golf. Et les étrangers adoreraient ça. Le problème, c'est qu'on les voit moins. D'abord parce qu'il y a eu les low cost, donc quand tu es en Angleterre ou en Écosse qui fait 3 degrés, tu es content d'aller à Malaga ou en Algarve, dans le sud, voire en Turquie. Donc pour le même prix que si tu viens en Normandie. Mais oui. Donc ça nous a évidemment privé d'une grande clientèle touristique. Et puis c'est mal compris parce qu'il y a toujours cette image de sport de riche qui est complètement ridicule. Bon, bref. Alors, si vous dites, voilà, moi je vais à un Ibis, ou je vais au Georges V, il y a un genre de catégorie. Or le golf... est accessible. Le golf,
En fait, on a l'impression que un golf, c'est un golf, il n'y a pas de catégorie, quoi. Alors qu'il y a des golfs qui coûtent rien, et puis d'autres qui coûtent plus cher, parce qu'ils sont mieux entretenus, ou que la propriété, etc. Et puis on voit bien aujourd'hui où il faut remettre le sport au goût du jour, parce que c'est une question de santé publique, là. Un défaut catastrophique, c'est évidemment l'éducation des jeunes. Combien de fois nos stagiaires, on leur a parlé de golf, donc ou de sport, parce que on a l'impression que si t'es sportif, c'est que t'as pas de cerveau, et ça va si pas, t'as un cerveau, tu perds pas ton temps à faire du sport. Bon, grosso modo, c'est un peu ça. Ça change. C'est bon, bref. Je vais garder une vieille image alors aussi. Non, mais c'est vrai, il faudrait presque emmener les quarts de jeunes dans les golfs. C'est ce qu'on fait, mais bon, c'est compliqué. D'abord, ça prend un peu de temps et la matière est un peu difficile. Mais dans nos écoles de golf, qui sont quasiment gratuites, dans nos écoles de golf, on a rapidement des jeunes qui vraiment sont adeptes. Donc ça c'est agréable. Et puis comme votre médecin vous le prescrivait, en fait, le suggérait dans sa prescription, le golf finalement ça fait travailler tout le corps et la tête. Oui, et le mental, en fait. Oui. En fait, c'est une bonne cette fraternité que je vous citais est importante pour la vie sociale. Oui. Le groupe lui-même est plutôt agréable. La difficulté du jeu fait que tout le monde est un peu solidaire pour améliorer tout ça. Et puis c'est une formidable école de vie, parce qu'elle a aussi ses injustices, un mauvais rebond, qui tombe dans l'eau au lieu d'aller tout droit. Donc c'est assez drôle. Moi j'aime beaucoup le côté comique de la vie. Par moments c'est assez drôle. Est-ce que c'est de voir finalement comment on peut encore à tout âge découvrir des choses sur soi et se développer en communion avec la nature qui vous donne envie d'avancer, de continuer? C'est un sport où à 74 ans, c'est mon âge, je progresse encore. Bravo. Donc, j'y mets du cœur, mais je peux progresser. Je peux jouer avec un gamin de 10 ans et qu'on ait le même niveau, qui tape aussi fort que moi. Donc, tout ça, c'est exceptionnel en termes de culture, et puis même sur le plan éducatif. C'est-à-dire que les jeunes, notamment, dès qu'ils sont bons au golf, apprennent à fonctionner avec des adultes aussi. Et donc, et souvent, ils ont un comportement exemplaire. Donc, c'est très agréable. Et puis, on peut avoir des niveaux de jeu différents. Chose qui, notamment au squash ou au tennis, était impossible. Là, on peut jouer avec quelqu'un qui est débutant. S'il voit que ça va balle, il ramasse sa balle. On a tout un tas de formules de jeu qui permettent tout ça. Et quand vous dites je progresse encore, est-ce que c'est le geste technique qui progresse ou c'est le mental? Alors, il y a évidemment tous les compartiments de la performance qui interviennent. Le physique, pour moi, c'est foutu, mais la technique, je peux encore changer quelques bricoles. Après, il y a le mental, ce qu'on appelle l'émotionnel, donc la réaction. Comment je gère Oui, le social. Le social, c'est tout ce qui tourne autour. La pluie, le temps, le vent, le partenaire que vous aimez pas, celui qui fume, qui vous enquiquine, etc. Tout ça, c'est le social. Et puis, il y a surtout un compartiment où je pense que j'ai beaucoup progressé, c'est ce qu'on appelle spirit of the game, c'est-à-dire finalement la passion. Pourquoi vous jouez au golf finalement? Par passion, pour faire plaisir à vos parents. Moi, mes parents jouaient pas, donc. Pour épater la galerie. Pour épater par ego, parce que vous voulez exceller et montrer que vous êtes plus fort. Donc tout ça, ces raisons-là sont très importantes. Et ça, je dis que je progresse parce que j'essaie de progresser un peu dans toutes les choses. Le physique, j'y vais pas beaucoup, mais j'essaie de progresser un petit peu dans tout. Et puis on a une formule qui s'appelle les pro-am. On peut jouer avec des pros, des professionnels. Et moi, j'ai fait, par exemple, en 2025, 60 jours de golf avec des professionnels. Donc
ça doit tirer aussi un peu du vers coup, le haut. ça m'aide forcément. beaucoup parce qu'il y a une forme d'émulation. On regarde, on imite, on s'inspire du rythme, du tempo, de tout un tas de choses. Et puis après, à mon âge, il y a aussi la stratégie. C'est-à-dire, on tape un peu moins fort, donc au lieu d'aller prendre tel club pour aller risquer le bunker, on va se mettre avant et faire un bon coup. Voilà. Donc tout ça, c'est la beauté de ce jeu qui est international en plus. Oui. Et ça, c'est ça qui me plaît aussi, c'est le caractère international. On y revient. Voilà, on revient à l'international encore une fois et à mes amours pour l'étranger. Et puis il y a probablement aussi une autre vertu peut-être sur laquelle il faudrait communiquer sur ce sport, c'est le temps long. C'est que c'est un sport qui apprend la patience quand même. Oui, absolument. Il y a une forme de patience, c'est très important. Mais moi je suis, vous voyez, les 18 trous, ça dure un peu longtemps pour moi. Oui. On s'aperçoit qu'au bout de 12, 13 trous, on fatigue un peu, on a envie d'aller aux toilettes, on a envie de manger quelque chose. Il faut installer des clubhouse. Donc non, on a en fait, sur notre parcours par exemple, on a une formule 12 trous. Alors 12 trous en hiver notamment, ce qui est très agréable, c'est on fait 12 trous, on part ce qu'on appelle en shotgun, c'est-à-dire tous ensemble, répartis sur le parcours, ce qui fait qu'on finit tous à la même heure. Et comme un 12 trous, ça va durer maximum 2h30, 3h, au bout de 2h30, on met les pieds sous la table et on mange tous ensemble. Donc ça c'est très sympa. C'est très sympa. Jean-Claude Forestier, on arrive à la fin de cet entretien. Encore une question peut-être sur ce qui vous anime. Est-ce que vous avez une formule de ressourcement qui est très importante pour vous, à laquelle vous revenez régulièrement en dehors du golf? Dans tout mon parcours, qu'il soit professionnel ou sportif, l'humanisme a toujours été le leader. C'est-à-dire que ça a toujours été finalement l'amour des autres qui a fait, j'imagine, la construction professionnelle et la construction golfique. En fait, j'ai une grande, comment on appelle ça, une très grande tolérance pour la nature humaine, ce qui fait que finalement je juge pas beaucoup les autres et voilà, je suis content, enfin je suis conscient que mon passage sur Terre aura été animé par la présence des autres. Donc ça m'a toujours guidé et j'ai des collaborateurs formidables. Enfin, j'ai eu vraiment, je suis proche des gens avec qui j'ai travaillé, proche des gens avec qui j'ai joué au golf. Eh bien, je retiens chez vous ce bel équilibre entre l'humilité, donc l'écoute de l'autre et le respect de l'autre, cet amour de l'autre que vous expliquez, et puis la passion, c'est comment je me nourris moi pour continuer à progresser. Oui, pour continuer à exister sur le plan performance, alors là purement sportive, pas économique, et puis comment on implique les autres et je dirais le plaisir aussi de transmettre cette passion. Alors, mes petits-fils jouent, moi certains. Léonard joue au golf, il joue bien, son épouse aussi. Bon, il a un peu moins de temps maintenant, mais bref, je suis content de transmettre à la fois le goût de l'entrepreneuriat et le goût du sport. Et le goût du sport. Un grand merci, Jean-Claude Forestier. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et je rappelle que votre frère et vous avez été la 3e génération à diriger Petit Forestier, qui est aujourd'hui dirigé par Léonard Forestier, qui habite aussi la région de Rouen, ou il est retourné à Paris? Il habite en région parisienne, mais on le voit, il a beaucoup, son épouse est rouennaise aussi, donc on les voit revenir sur Rouen et sur le Vaudreuil le week-end, avec grand plaisir d'ailleurs. Et si, pour nos auditeurs, si vous cherchez Jean-Claude Forestier, il est certainement sur un golf au moins la moitié du temps. Absolument, au moins 60 jours par an avec des pros, puis un peu plus. Merci infiniment Jean-Claude, à bientôt. Je vous remercie Pauline.